mes amis, nous sommes avec Yves-Marie Adeline. On avait convenu qu'on parlerait d'économie dirigée. Vous connaissez le truculent Yves-Marie Adeline que vous trouvez sympa. C'est pour vous l'occasion d'écrire que lui, au moins, il est sympa, alors que Éric Véringue, il est arrogant, insultant, méprisant, méchant, entrepreneur, etc., etc. Et tout ça parce que je dis qu'il faut discriminer et qu'il faut récompenser ceux qui travaillent et punir, ou en tout cas ne pas encourager ceux qui ne travaillent pas. Yves-Marie Adeline est, vous le savez, un grand monarchiste. Il a conduit une liste monarchiste aux élections européennes de je ne sais plus quelle année. Et Yves-Marie Adeline a par ailleurs fait avec nous les chroniques de la royauté. Et c'est dans le cadre de ces chroniques de la royauté que je voulais qu'il nous parlât de son ouvrage que je n'ai pas sous la main. Il est à Paris. Sur l'économie dirigée, puisque en réalité... Non, pas l'économie. Voilà les préjugés. J'ai jamais L'économie parlé. encadrée. Merci. Merci, parce que sous prétexte que vous êtes un libéral et que les libéraux ont toujours raison, tous ceux qui ne sont pas des libéraux échevelés, comme c'est visible à vous voir, seraient des socialistes ou des partisans d'une économie dirigée, administrée. J'ai jamais dit ça, mais une économie encadrée. Yves-Marie, vous me parlez tellement mal que je pense qu'on va arrêter l'émission et je vais vous virer. À bon libéral. Alors, est-ce que je peux résumer ce livre en somme, parce que là vous me faites passer pour un socialiste, un vrai socialiste, j'entends, c'est-à-dire ceux des régimes socialistes. L'idée est la suivante: il ne s'agit pas de dire que l'économie doit être administrée, mais qu'elle soit encadrée. Pourquoi? Le principe de l'économie, c'est qu'elle est au service des particuliers, on est bien d'accord. Donc, puisque ces particuliers vivent en société, car l'homme est un animal politique, relisez Aristote, mon cher, eh bien, l'État a la responsabilité. Lisez-le, parce que vous me prêtez beaucoup en pensant qu'un libéral peut avoir lu déjà Aristote. Lisez-le plutôt que relisez-le. Mais je vais vous citer un libéral. Je vais vous citer, vous inquiétez pas, je vais vous citer un libéral. Donc, mais pour l'instant, je suis Aristote. Donc, l'État a la responsabilité, évidemment, d'encadrer les relations entre les hommes, puisque les hommes vivent en société, et que selon Aristote, la société, c'est la finalité de l'homme, puisque l'homme est un animal politique, au sens grec, polis, la cité. Donc, conformément à sa vocation, l'État doit chercher l'harmonisation, l'harmonie sociale. Or, cette harmonie sociale, l'État ne peut y tendre que si lui-même est garanti contre les fiefs politiques. Aujourd'hui, ce sont celles de l'oligarchie, et nous sommes, vous et moi, à la combattre, même si c'est avec des moyens intellectuels différents. Autrement dit, l'harmonie sociale n'est pas distincte, ne peut pas être séparée de l'harmonie politique. Et cette garantie de l'État, eh bien, je professe qu'elle ne peut résider que dans l'établissement, effectivement, d'une institution indisponible. Et là, vous voyez où je vous conduis, c'est effectivement à la monarchie. Mais quand l'État doit intervenir, vous, votre problème, si j'ai bien compris, puisque vous avez encore produit une capsule contre l'État, votre problème, c'est l'État. Et il y a une expérience avec, bien sûr qu'Éric Vérague est irremplaçable, mais enfin, il y a des gens, un certain nombre de milliers d'Éric Vérague qui se sont réunis dans une ville, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, le New Hampshire, enfin, dans le New Hampshire, la ville de Grafton. Et ils ont voulu pratiquer dans cette ville votre philosophie. Il en est résulté une invasion de la ville par des ours, figurez-vous. C'est-à-dire des animaux sauvages. C'est encore un coup des Russes dans le New Hampshire. Donc, et oui, parce que personne ne voulait. C'est très américain, ça. C'est pour ça que la semaine dernière, je vous ai un peu titillé sur l'Amérique. Mais
vous savez que le rêve américain, c'est ça. C'est-à-dire, je viens d'Europe, j'arrive dans ce pays fabuleusement riche, comme jamais l'histoire n'en a proposé dans l'histoire de l'homme. Bon, et là, j'ai laissé derrière moi toutes les hiérarchies, toutes les contraintes, etc. Et mon rêve américain, c'est de prospérer, de devenir riche sur ce pays, à condition bien sûr qu'on anéantisse les Indiens. Bon. Et je n'ai de compte à rendre à personne, sauf que l'État, il va quand même un tout petit peu venir, notamment pour massacrer les Indiens, parce que je ne peux pas être à la fois éleveur de bétail, le cow-boy, et chasseur d'Indiens. Donc il va falloir qu'on mette au pot. C'est déjà un début d'État. Et puis ensuite, il y a les voyous, les outlaws, les hors-la-loi, qui viennent avec nous, parmi nous, et qui, eux, veulent manger sans travailler. Ça, on est d'accord. Donc, ils veulent voler à leurs camarades. Et alors, on va remettre au pot pour créer des shérifs. C'est-à-dire une institution qui datait de l'histoire de, comment il s'appelle en Angleterre, vous savez, du temps Robin des Bois. Robin des Bois, voilà. Bon, c'était ça le rêve américain. Et le fait, quand Kennedy dit un jour, ne vous demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire pour l'Amérique, tout le monde s'extasie en Europe, mais c'est la fin du rêve américain, car le vrai rêve américain, c'est je ne dois rien à l'Amérique, elle me doit tout. Alors, je ne dis pas que vous êtes comme ça, tout à fait, mais quand même, vous avez ce côté, en voulant refuser l'État, invalider l'État, sous prétexte que l'État peut être, on peut s'en servir dans un mauvais sens, mais je vous signale que quelqu'un qui vous plaira beaucoup plus qu'Aristote, qui est Karl Popper, on est d'accord avec ça ou pas? Karl Popper. Certaines œuvres de Karl Popper, oui. D'accord, dans La Société ouverte, par exemple. Lui-même disait que l'État doit limiter la liberté. Dans certains cas, il faut que la liberté soit protégée par la loi et par conséquent, personne ne peut être à la merci des autres. Et c'est ça la fameuse théorie du renard dans le poulailler. C'est pas parce que des socialistes se sont servis de cette image-là, et qui est une image assez parlante d'ailleurs, le renard libre dans le poulailler, libre, bon, eh bien que même un libéral comme Karl Popper n'a pas été d'accord avec ça. Donc lui il dit, il faut que l'État impose son autorité pour que les économiquement faibles soient protégés contre les économiquement forts. Sinon on arrive à quoi? On arrive au Monopoly, vous le savez bien. Donc en fait c'est ça l'idée de l'État, mais bien entendu, entre ça et l'administration de l'économie, d'ailleurs dont on connaît les résultats catastrophiques, on sait bien l'échec patent du socialisme. Et là où je vous rejoins tout à fait, c'est de se dire que malgré la chute du mur de Berlin en 1989, malgré celle de l'Union soviétique en 1991, ici nous n'avons pas décommunisé, notamment l'éducation nationale, et donc l'éducation nationale continue à produire des générations de gens qui voudraient revivre, d'ailleurs, auxquels on ment, on leur fait croire que la RDA était un paradis terrestre. Non, mais c'est incroyable, on leur dit toujours. C'est-à-dire que la RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest, c'était le quatrième Reich, j'ai entendu ça sur une radio étudiante un jour, le quatrième Reich qui avait mangé le paradis terrestre. Il y a des films à la gloire de la RDA, pensez à Goodbye Lenin, des choses comme ça. Donc ça, c'est dramatique parce que on continue à ne pas enseigner des règles basiques de l'économie. Et quand ils font ES à l'école, en fait, ils font surtout S, mais pas le E de ES. Donc, sur bien des points, nous sommes d'accord, mais je ne vous suis pas sur votre négation de l'État. Non, mais parce que vous me prêtez des propos que je n'ai pas tenus. À mon tour, alors. Très bien. Et les propos que, moi, ma conception de l'État, je l'ai écrite dans un livre que je n'ai pas sous la main, mais qui s'appelle, je vais peut-être retrouver, si je l'ai sous la main, le mien. J'en profite pour faire la pub. J'ai écrit le traité pour le monde d'après. Le célèbre traité pour le monde d'après. Qui explique ma conception de l'État. Donc moi, je ne suis évidemment pas pour la disparition de l'État. Moi, je suis dans la bonne pensée classique. Vous devriez vous en inspirer, car c'est une pensée d'ancien régime qui dit que, au fond, l'État a été créé pour défendre les citoyens contre les troubles à l'ordre public, contre la violence illégitime. Je ne sais pas trop ce que veut dire cette expression, mais contre la violence entre citoyens. Donc moi, je trouve tout à fait normal qu'il y ait un État pour avoir une police,
pour avoir une justice, pour avoir une armée, puisque la fonction de l'État est aussi de nous préserver d'invasions extérieures. Donc, qui dit nous préserver d'invasions dit que l'État doit avoir une diplomatie. Et pour financer tous ces services, il paraît assez logique qu'il y ait un impôt, donc une administration fiscale. Javier Milei en Argentine ajoute qu'il est naturel qu'il y ait des infrastructures qui servent au bien commun. Là aussi, expression devenue tellement caricaturale que plus personne ne sait ce qu'elle veut dire. Mais enfin, on est tous d'accord pour dire qu'une société du XXIe siècle a besoin d'électricité, a besoin de routes, d'autoroutes, de transports, et que l'État gère en tout ou partie ces réseaux, comme on dit, ces infrastructures. Ça n'a rien de choquant. Au-delà, moi, je ne vois pas l'utilité de l'État. Et je considère que s'il peut y en avoir une, elle n'est pas éternelle. C'est-à-dire que, je vais prendre l'exemple de l'école, je pense qu'avoir une école publique a servi à un certain nombre de choses au XXe siècle, et je pense qu'au XXIe siècle, c'est un handicap. Et donc moi, je suis pour une privatisation générale du système scolaire, même si dans 20 ans ou dans 30 ans, je peux tout à fait entendre qu'on se dise on est allé trop loin, il faut revenir en arrière, il faut renationaliser certaines structures. À la différence de la pensée d'Ancien Régime, qui est une pensée au fond sur l'organisation d'une société éternelle, moi je crois que toute société, elle est changeante, elle est éphémère. C'est particulièrement vrai lorsqu'il y a des évolutions technologiques très rapides. Et donc, il faut savoir se dire, ce qui était vrai il y a 50 ans ou 100 ans n'est plus vrai aujourd'hui, ne sera plus vrai pendant les 50 ou 100 ans à venir. Et dans 100 ans, on dira, ah, il y a 200 ans, c'était bien mieux qu'il y a 100 ans. Et on reviendra, on refera des sauts de plus dans l'histoire. Moi, je suis partisan de la théorie du déséquilibre général. Parce que, alors je vais faire un peu de provocation puisque je vois que vous vous endormez. Moi, je crois que notre problème, c'est les Christians. Je crois que notre problème. Ce qui m'agace, je vous interromps un tout petit peu, mais je suis avide de connaître votre théorie du déséquilibre général, c'est que vous me prêtez une idée d'ancien régime. Je vous ai déjà dit la semaine dernière que je suis un héraclitéen, je ne crois pas du tout qu'il soit pertinent. Même je suis un admirateur de Louis XIV, mais je sais bien qu'on ne peut pas faire Louis XIV aujourd'hui. Voilà. Donc, bien sûr que nous vivons dans le temps qui s'écoule, là où le bon Dieu nous a fait naître. Et donc, moi qui suis aussi héraclitéen, je pense que ce qui est valable en 1950 n'est plus forcément en 2000, et ce qui est valable en 2000 n'est plus forcément en 2030. Et il faut qu'on accepte de se dire, on pense que pour 2030, ce qui serait bien, c'est un certain modèle, mais en 2070, il faudra en faire un autre. Et donc, je vois que beaucoup de Français se disent, nous, on veut un monde où il n'y a aucun changement, parce qu'en fait, ce qu'on déteste, c'est le changement. Tous les samedis, on va faire nos courses de 10h à 11h30 chez Auchan. C'est Bobonne qui a fait la liste des courses. Tous les samedis, on remplit le caddie de la même façon. Ça doit coûter autant et ça doit être balisé pour les 100 ans à venir. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui fonctionnent comme ça, mais je discutais, il se reconnaîtra peut-être s'il écoute, mais avec un jeune homme qui part en voyage de noces dans des îles, pas très lointaine d'ailleurs, et qui me dit, mais ça fait 6 mois que je connais tout mon emploi du temps à l'avance, je sais à quelle heure je pars, quel taxi je vais prendre, et quand j'arrive, je sais où je vais, j'ai le programme de chaque jour, ça fait 6 mois que mes 8 jours ou 15 jours de vacances, ils sont programmés au millimètre près. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de se dire, ma vie est complètement programmée et je ne supporte pas l'improvisation. Et donc, je comprends que ces gens-là se disent, il nous faut un modèle de société qui ne bouge plus, où on pourra tous les samedis de 10h à 11h15 faire nos courses chez Auchan, mettre les mêmes produits dans le caddie et que ça nous coûte autant. Simplement, moi, je pense qu'aucune société ne peut vivre comme ça. Et même si beaucoup de gens ont besoin de se rassurer en se disant, il nous faut un modèle éternel, c'est leur projection de la Jérusalem céleste. Moi, je crois que le bon sens, c'est de se dire que le monde change et qu'il faut accepter des changements réguliers et que donc rien n'est définitif. Et à ceci près que la personne que vous connaissez, mieux elle aura organisé son voyage de noces pour tout ce qui peut être extérieur,
plus elle se sentira libre des surprises de l'intimité d'un voyage de noces. Je lui Voilà. souhaite. Et Je, donc, et voilà, et je lui donc souhaite qu'il y en ait. Mais là aussi, je crains que ah la bon, vous place croyez que c'est de programmé soit même réduite. là? Ah, alors là, ce serait d'une tristesse. Non. Vous voyez Moi, ce que mais je... chacun a ce mode, comme on dit à Abbeville, chacun a ce mode. Certains aiment ça, d'autres pas. Moi, ce que je crois, c'est qu'il y a des nécessités, que l'histoire change et qu'il est faux de faire croire aux gens qu'on peut bâtir des sociétés qui ne bougent jamais. Et on Tout sait à fait qu'en d'accord. France, on a ce handicap, c'est on a décidé qu'il y avait une école publique, un hôpital public, et maintenant, il ne faut plus que ça change. Et c'est la manie française, le CNR, le machin, qui sont des mythologies, puisque le CNR n'a jamais défendu le modèle actuel. Mais voilà. Donc moi, je crois qu'il faut être capable de dire aux gens, il faut accepter les changements parce qu'ils sont nécessaires. Et c'est pas le changement pour le changement, c'est parce que dans Oui, oui. l'histoire, on est obligé de s'adapter. C'est le principe de l'évolution. Donc moi, j'ai ce point. Et donc, sur cette question en général, moi, je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il faut un État, mais que s'agissant de l'école publique, s'agissant de l'hôpital public, au lieu de passer son temps à dire « Ah, ça marche plus, on va remettre de l'argent pour que ça marche comme avant », il est plus malin de se dire « Si ça marche plus, c'est peut-être pas un problème de budget ou de moyens, c'est parce que les conditions qui ont permis la réussite d'un modèle à une époque ont changé et il faut adapter le modèle. » Voilà, moi, c'est tout ce que je dis. Voilà. Après, sur le fond, je Alors, suis un pragmatique. c'est là où je vous suis sur votre critique du souverainisme contemporain, c'est que ce souverainisme a un côté passéiste. C'est-à-dire qu'il imagine qu'on pourrait revenir à une période où, de toute façon, qu'on ne retrouvera pas, comme vous le dites, les choses ont changé. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus souverainiste qu'un monarchiste? Voilà, donc en tant que monarchiste, moi je n'ai aucune leçon à recevoir d'un souverainiste, ce qui fait que je vous les laisse critiquer autant que vous voudrez. Non, mais en plus, pour moi, c'est des étiquettes, c'est aristotélicien. On met les gens dans une petite boîte, on les a classés. Pour moi, ça ne veut rien dire, ça. Pour moi, l'essentiel, c'est ce que les gens pensent. Donc maintenant, j'ai effectivement un sujet, c'est que ce que je vois partout, c'est que en réalité, je vais redevenir aristotélicien. Il y a un sujet de dynamique dans l'histoire. Il y a des dynamiques de force dans la construction d'une société. Et je vois bien qu'aujourd'hui, il y a un penchant que j'appelle l'avachissement pour dire la société doit fonctionner comme un corps mort, il ne doit pas y avoir d'initiative, tout doit être verrouillé. C'est comme le voyage de noces, le moment qu'on va passer avec Bobonne, même ce moment-là, pour fêter les noces, il est programmé, et puis il y a telle position, puis telle position, puis telle position. Et je pense que c'est une erreur de vivre comme ça. Je pense qu'il faut redonner de la place à de l'improvisation, à de l'innovation, à de l'audace, à de l'énergie. Et il faut arrêter de vouloir tout programmer et tout contrôler. Et je vois bien l'absurdité d'un certain nombre de souverainistes que vous évoquiez, qui disent « Ah, c'est dégueulasse, le capitalisme de surveillance, le contrôle social, on est surveillé partout. » Et qu'on dit « Bon, bah, d'accord, il y a un problème, c'est qu'effectivement, la sécurité sociale, l'assurance maladie a servi à vous contrôler pendant le Covid. Ah oui, mais l'assurance maladie, c'est très bien. Mais elle est mal utilisée. Et moi, ce qui me gêne, c'est qu'effectivement, il y a cette tendance à dire, en fait, on va quand même pas sortir on va quand même pas casser l'outil. Moi, quand je faisais mon stagénat en préfecture, Jean-Pierre Chevènement a essayé de mettre en place une police de proximité, la PUP, la police urbaine de proximité. Et j'entendais les directeurs départementaux de la sécurité publique dire « Ah non, mais c'est de la connerie, on va quand même pas casser l'outil. Hein. Donc on va mettre ça en place, mais enfin, on va rester à l'ancienne et on va faire croire que, etc. » Et plein de Français sont là-dedans. Mais Ils alors disent là, « Ah, pardonnez-moi, oui, vous parlez allez-y. d'un État rongé par la bureaucratie, c'est-à-dire la confiscation de l'autorité politique par les administrateurs. C'est ça ce qui se passe avec votre pub, dont le mot aurait pu, enfin bon, vous pouvez prêter à sourire. En l'occurrence, c'était problématique parce que Non, mais oui, ben, tout le État est génère son contrôlé par la administration. bureaucratie. La nature même de l'État est qu'il est un outil entre les mains de la bureaucratie. Et de mon point de vue, c'est se foutre de la merde sur les yeux que de dire « Ah non, mais il y a un État pur
qui marche bien, et puis il y a les États bureaucratiques. Donc, tout État est par nature bureaucratique, et c'est pourquoi, effectivement, alors, Karl Popper n'est certainement pas mon maître, mais je me réfère volontiers à des auteurs comme Hayek ou Ludwig von Mises, qui est auteur d'un remarquable livre qui s'appelle De la bureaucratie, mais vous savez, mon maître à penser d'une certaine façon, c'est Bertrand de Jouvenel, qui a écrit ce merveilleux traité du pouvoir, où Jouvenel dit, mais tout État par nature est bureaucratique. Et c'est se foutre de la merde sur les yeux que de croire qu'on peut avoir une voiture sans carrosserie. Le principe même de l'État, c'est la bureaucratie. Et donc, c'est pourquoi, moi, je ne dis pas qu'il faut nier l'État, je ne dis pas qu'il faut le supprimer, je dis qu'il faut le réduire à ce qu'il est capable de faire, et il faut casser les excroissances bureaucratiques qui sont autant de verrues qui nous étouffent. Ça ne signifie pas que dans 30 ans, il ne faudra pas y revenir. Non, mais aussi protéger l'État contre lui-même. Alors, exemple historique, bon voilà, que tout le monde comprendra, les missi dominici. C'est-à-dire que le pouvoir impérial, Charlemagne, envoyait des envoyés plénipotentiaires, surveiller comment les choses se passaient dans les provinces. C'était avant l'arrivée de la féodalité à proprement parler, etc. Donc, bien sûr, vous avez raison de dire que la bureaucratie est une menace permanente. Ce n'est pas la seule d'ailleurs, hein. Il y a la technocratie. Moi, je ne dis pas que c'est une menace. Je dis que c'est une condition de fonctionnement. L'État par nature est bureaucratique. Et du jour où on dit on crée une structure payée par le contribuable, on sait qu'il y a une bureaucratie et que j'ai été fonctionnaire. Et donc, je voyais bien, je vais vous expliquer, moi, ce que j'ai vu quand j'étais fonctionnaire, et j'ai été fonctionnaire dans plusieurs structures, donc elles avaient toutes une particularité. Moi, ce que j'ai connu notamment à l'Éducation nationale, c'est au premier exercice budgétaire, mon adjointe, qui était une vieille fonctionnaire corrompue, vraiment, c'était un scandale, de gauche, membre du Parti socialiste, etc., me dit, mais vous allez demander des effectifs en plus l'an prochain. Je lui dis, bah non, parce que vous voyez bien, il y en a, on est déjà 55 dans le bureau, il y en a la moitié qui travaillent. On ne va pas en demander plus. Et elle me répond, mais si vous ne demandez pas plus de fonctionnaires, vous n'aurez plus de budget. On va vous accuser de ne rien foutre. Et on va vous sanctionner. Et donc, mais oui, mais ça c'est la maladie. Oui, mais enfin. Et donc là-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est quand vous héritez de fonctionnaires dont vous ne savez pas quoi faire, simplement vous avez peur de perdre des primes, peur d'être déclassé, vous recrutez parce que vous avez besoin d'avoir un statut. Et ils arrivent, ils n'ont rien à foutre. Et donc, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous inventez une procédure pour les occuper. Et quand vous êtes fonctionnaire d'État, inventer une procédure, ça s'appelle rédiger un décret. Et à un moment donné, vous faites la tournée des bureaux en disant qu'est-ce qu'on peut inventer comme loi qui va permettre d'occuper tout le monde. C'est ça le problème de ce pays. On entretient la maladie. Vous voyez, ce qu'il faudrait, c'est que Michel Barnier nous demande à vous et moi d'occuper un ministère de l'économie, j'entends de faire des économies, des coupes sombres dans les dépenses. Est-ce que les Français savent, par exemple, que la France continue de donner de l'argent à la Chine au titre de l'aide au tiers-monde? C'est-à-dire que dans les années 50, 60, 70, la France généreuse avait dit, bon, bah, on va donner de l'argent un peu à tout le monde, en Afrique, en Chine, en Asie, là où les gens ont faim. Dieu sait s'il y a eu des morts en Chine à l'époque de Mao Tse-tung. Dieu sait s'il y a eu des famines. Eh bien, on n'est jamais revenu là-dessus. Il y a encore des gens qui travaillent pour cet office, alors que la Chine est la deuxième économie mondiale, qu'elle est loin devant nous, même si évidemment elle a des problèmes énormes dus à sa population, mais nous continuons de faire ça, donc c'est aberrant. Évidemment qu'il faudrait une autorité forte, une volonté forte pour guérir l'État, mais pourquoi le tuer? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vous accuse plus. Je le redis, je ne veux pas tuer l'État. Oui, je ne vous accuse plus de le tuer. D'accord. Oui, d'accord. Et donc, je ne veux pas qu'on dise ah, vous voulez diminuer, donc vous voulez tuer l'État. Non. Je veux revenir à un État qui est à sa place. Sa place, c'est oui. de garantir une sécurité intérieure et extérieure.
et dans de bonnes conditions. Et je pense que la justice fonctionnerait mieux si on concentrait l'État sur quelques objectifs. Et pour le reste, je dis laisser la société s'organiser au jour le jour. Oui, et je pense que ça fonctionnerait bien mieux. Mais laisser la société s'organiser et encadrer cette organisation pour éviter les abus. Voilà, c'est uniquement ça l'économie encadrée. C'est pas l'économie dirigée ou administrée. Je sens que nous referons une émission. Non, mais en revanche, pardonnez-moi, en revanche, sur la défense nationale, par exemple, sur l'armement, sur nos centrales nucléaires, sur l'énergie, etc., là, pour le coup, l'État prend ces choses-là parce que c'est stratégique. On ne peut pas les donner comme avait fait Macron, qui avait vendu une partie du cycle nucléaire aux Américains en échange de, nous n'en parlerons pas, quand il ne sera plus président, on pourra en parler librement, etc. Peut-être, on ne sait jamais. Oui, mais donc nous sommes finalement pas si éloignés l'un de l'autre, hein, vous savez. Oui, mais alors vous me prenez. Oui. Non, mais on fera une émission, parce qu'on n'a pas pris le temps d'en parler, sur ce que vous appelez l'économie encadrée. D'ici là, ce que je voudrais redire, c'est que d'une certaine façon, l'État sous l'Ancien Régime, et notamment l'État sous Louis XVI, était un État qui était probablement beaucoup plus proche de ce que nous voulons que de l'économie encadrée. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un paradoxe dans votre position, c'est qu'au fond, l'État d'Ancien Régime, il avait délégué, d'abord il ne parlait pas de santé, il parlait de salut des âmes, et il avait délégué cette fonction à l'Église, ce qui moi me paraît très bien. Ah. Non, mais ça revenait au même. L'Église percevait la dîme pour assurer la protection sociale et les soins. C'était une délégation de service public. C'était une délégation de service public, étant rappelé quand même que l'Église était le premier ordre, comme vous le savez. L'Église avait un rôle politique, hein, le clergé, la noblesse, le tiers-état. Mais encore une fois, vous semblez penser que je suis un promoteur de l'Ancien Régime. D'abord, l'Ancien Régime, ça ne veut rien dire. Attendez, entre le baptême de Clovis et la chute de Louis XVI, il s'est quand même écoulé 13 siècles. Donc, bien sûr que la France n'a pas été exactement le même État pendant ces 13 siècles-là. Donc, je ne suis pas en train de défendre ça du tout. Mon livre, L'économie encadrée, ne s'inspire pas de la France de l'Ancien Régime. Peut-être est-il un petit peu éclairé à certains passages, et j'en suis très heureux, par la pensée du comte de Chambord. Quand il parlait de démocratie sincère, par exemple, choses comme ça. Bon, ça vous fait rire, le comte de Chambord, mais ça ne devrait pas. C'était un homme. Tu aussi, non? Ah, je ne sais pas s'il était. Non, parce qu'il était pas fêtard comme vous. C'était un homme sérieux. Bah, c'est quand même. Oui, même peut-être. Oui. Il était peut-être trop sérieux, peut-être. Un peu trop. Oui, un peu trop. Bon, ce que je vous propose. Les Français n'aiment pas ça. Les Français sont des gens, j'allais dire comme vous et moi. Vous êtes belge, mais enfin, vous dites français en tant que liégeois. Vous dites français. Et vous voyez, nous vous accueillons très gentiment sur notre sol. On fera aussi une émission sur la morgue, le mépris social de la bourgeoisie parisienne. Je pense que ça mérite d'être quelques explications parce que peu de Français ordinaires savent comment ça se passe. Je croisais l'autre jour un chauffeur de taxi guadeloupéen qui me disait, mais chaque fois que je charge des gens dans les beaux quartiers parisiens, ils ont le même style, la même façon de s'exprimer, les mêmes réflexions. Et il y a une culture bourgeoise parisienne, qui n'est pas que parisienne d'ailleurs, mais qui est terrible pour la promotion sociale dans ce pays. Parce que je disais à ce garçon, mais qui devait avoir 28 ans, je disais, mais quand vous aurez 58 ans, vous pourrez même avoir 10 Porsche, 25 Ferrari, 3 châteaux, vous serez toujours le black de banlieue qui a réussi pour eux. Et vous ne serez jamais des leurs. C'est quand même un sujet d'ancien régime pour le coup. Alors, oui, parce que c'est transposable. Oui, c'est transposable à la noblesse, ça. C'est que vous pouvez avoir 80 châteaux si nous n'appartenons à la noblesse que par le sang.
pas par la fortune. Donc, vous pouvez avoir 80 châteaux, vous resterez toujours un parvenu. Mais justement, vous faites, ça c'est votre côté marxiste inconscient, pour vous, bourgeois et aristocrate, c'est la même chose. C'est pas tout à fait pareil. Hein. Pas tout à fait pareil. Oui, il y en a un au-dessus de l'autre. Ah, oui, absolument. De moi, du point de vue de l'être, c'est ontologique. Hein. C'est pas du point de vue de l'avoir, mais du point de vue de l'être, oui. Et donc, je prends toujours plaisir à discuter avec Édouard Husson, qui lui me dit, mais je suis pur parisien depuis le XVIIIe siècle, et peu de nobles peuvent revendiquer une telle pureté du sang. Donc, nous organisons un débat. Les vrais Parisiens sont rares. Les vrais Parisiens sont rares. Il y a quelques familles vraiment authentiquement parisiennes, mais ils sont rares, c'est vrai. C'est une ville de passage plus qu'autre chose. La France, c'était la France des provinces, des terroirs. Paris était le siège du royaume. Enfin, la France vivait dans ses provinces. Malheureusement, aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Alors, c'est pas aussi grave qu'en Angleterre où il y a Londres et tout le reste. Le reste ne comptant plus et de moins en moins, ce qui fait qu'il éclatera un jour une crise en Angleterre à cause de ça. Mais il y a quand même quelque chose de ça aussi en France depuis longtemps maintenant. Depuis longtemps. On se retrouve la semaine prochaine pour réellement parler de l'économie encadrée, puisque nous avons surtout parlé de l'État et nous n'avons pas eu le temps de parler d'économie. Et je rêve quand même de pouvoir vous taquiner sur ce sujet, puisque c'est un sujet qui est quand même au cœur des préoccupations de notre chaîne. À la semaine prochaine, Yves-Marie. Au revoir, Eric. Ouais. Alors, il faut que je termine l'enregistrement. Bon, vous m'avez bien fait mal.